diagnostic. Voilà, donc cette réunion est en cours d'enregistrement, c'est bien. Donc ce webinaire est destiné aux professionnels de santé. C'est la première fois qu'on fait ce webinaire parce qu'on voulait, en plus des courriers, utiliser un moyen nouveau pour vous toucher et permettre des échanges. Je ne reviendrai pas sur l'enjeu de santé publique des arboviroses et je tiens à souligner l'importance de votre rôle dans le dispositif global. Les interventions, donc il va y avoir d'abord Anne Guinard, qui est médecin épidémiologiste à la cellule régionale Agence nationale de santé publique France, qui vous fera une présentation épidémiologie et surveillance des arboviroses. Puis il y aura une intervention du docteur Anke Bourgeois, qui est infectiologue au SMIC de Montpellier, qui aussi est responsable de médecin du centre de vaccination de IBB, qui vous parlera de la clinique et de la prévention. Puis on passera à une présentation signalement et investigation et mesures de lutte contre le moustique tigre avec une intervention de la CVAGS avec Adrien Criche et Angélique Dubois et Betty Zumbo sur la partie mesures de lutte contre le moustique tigre qui est directrice adjointe responsable du pôle santé environnement. Et il y aura une clôture par Monsieur Sautier qui est directeur adjoint responsable du pôle alerte risque vigilance. Alors pour les réponses aux questions, le chat est à privilégier tout au long des présentations, comme ça vous pourrez avoir des réponses au fil de l'eau. Puis il y aura un temps d'échange après les 3 interventions. Donc voilà, mon intervention d'ouverture est terminée et je laisse la parole au docteur Anne Guinard. Anne, c'est à vous. Merci Catherine. Bonjour, j'espère que vous voyez mon écran. C'est bon? C'est bon. C'est bon. Alors merci. Donc je souhaitais ce soir vous présenter très succinctement en fait l'épidémiologie et la surveillance des arboviroses. Donc chikungunya, dengue et Zika en métropole et en Occitanie. Donc pourquoi on a regroupé chikungunya, dengue et Zika? C'est parce que ces 3 pathologies sont très proches cliniquement, puisqu'en gros, ce qu'il faut retenir, et ça va vous être présenté plus en détail, c'est que les signes cliniques sont proches, c'est un gros syndrome grippal, une fièvre d'apparition brutale, des douleurs, des myalgies, arthralgies, céphalées, et une éruption cutanée possible pour le Zika. Les zones de circulation sont assez similaires et le mode de transmission également, puisque c'est Aedes albopictus, dit le moustique tigre, qui, une fois qu'il pique une personne qui revient de voyage, un cas importé, au bout qui est virémique pendant une semaine. Pendant une semaine, ce moustique se contamine avec le virus, devient contaminant et va aller piquer une personne qui n'a pas voyagé, ce qu'on appelle un cas autochtone, et cette personne va devenir virémique et donc pouvoir transmettre également le virus. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que là, je vous présente 2 cartes. En fait, c'est des cartes de colonisation du moustique tigre en France hexagonale. C'est que le vecteur est désormais bien implanté en France et particulièrement dans notre région, puisqu'il y a plus de 40% de la population exposée au moustique tigre au 1er janvier 2024 dans la région. Et également, il y a entre 40 et 80% des communes qui sont colonisées dans notre région par le moustique tigre. Donc, pourquoi on a mis en place une surveillance? En fait, il y a plusieurs objectifs. Le premier, c'était de prévenir et de limiter l'installation d'un cycle de transmission autochtone en métropole de ces virus, chikungunya, dengue et Zika, afin de décrire les tendances et d'améliorer les connaissances. Et notamment, ça nous a permis cette année de produire un document, Repères pour votre pratique, dont je vais vous reparler, qui est un document synthétique qui pourra vous aider dans votre pratique quotidienne.
Donc la surveillance repose tout au long de l'année sur la déclaration obligatoire et actuellement en période d'activité du vecteur, donc du 1er mai au 30 novembre, sur une surveillance renforcée. Et pourquoi cette surveillance renforcée? Parce que ça nous permet de surveiller pour agir pendant la période à risque. Et donc, vous avez dû recevoir en début de saison, là, début mai, un courrier destiné justement, qui vous était destiné pour vous sensibiliser au diagnostic, pensez donc vraiment à penser à faire le diagnostic et à le signaler à l'Agence régionale de santé. Euh, En cas en fait d'absence de signalement, on a quand même un filet de rattrapage qui est une collecte quotidienne des analyses chikungunya, dengue et Zika qui ont été effectuées dans les laboratoires privés pour identifier des cas non signalés, mais ça engendre quand même un délai supplémentaire d'au moins 8 jours pour mettre en place les actions. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on signale un cas? Il y a des mesures de lutte antivectorielle qui sont mises en place et des investigations qui sont adaptées en fonction de la situation. Est-ce que c'est un cas importé ou un cas autochtone? Là, on va y revenir un peu plus tard dans le webinaire. Donc, je vais très rapidement vous présenter la situation internationale. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est la répartition en fait mondiale des zones à risque pour ces 3 arboviroses. C'est que donc en jaune, vous voyez l'ensemble des zones à risque. Et c'est vraiment l'hémisphère sud. Donc, il y a l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Donc, on a vu en ce début d'année qu'il y avait une circulation de la dengue qui était toujours très active aux Antilles et en Amérique latine. Voilà. Si maintenant je fais un focus en fait sur la dengue, ce qu'on peut voir cette année, notamment en 2024, c'est qu'on a atteint des niveaux qui sont assez exceptionnels, notamment dans la zone Amérique. Donc, en vous expliquant très rapidement ce graphique, en jaune, on a la moyenne du nombre de cas signalés sur les 5 années précédentes. En bleu, c'est la courbe en 2023. Et en rouge, comme vous le voyez, il y a près de 5 à 6 fois plus de cas qui ont été suspectés dans la zone Amérique par rapport aux années précédentes. Euh, Également, en fait, comme vous le voyez sur ces 2 courbes à gauche et à droite, qui sont la courbe en Guadeloupe et en Martinique, il y a une très forte épidémie aux Antilles et avec déjà plus de 2000 cas importés des Antilles en 2024. Si je passe très rapidement en fait sur chikungunya et Zika, donc ce que vous voyez également sur ces courbes, c'est que plus les années passent, plus la pression d'importation est importante. Concernant maintenant plus en détail le bilan épidémiologique des cas importés, donc les cas importés, c'est des personnes qui ont séjourné en zone de circulation connue du virus dans les 15 jours précédant la survenue des symptômes. Donc là, je vous présente la courbe épidémique qui résume l'ensemble des années de surveillance. Donc, sans entrer trop dans le détail de ces courbes, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment des fortes corrélations entre les années épidémiques, notamment dans les départements français d'Amérique, donc c'est-à-dire aux Antilles, où à chaque fois qu'il y a eu des grosses épidémies aux Antilles, le nombre de cas importés en métropole était très important. Donc, c'est très fortement corrélé. Et donc là, à ce niveau-là, on voit en fait que depuis 2023, il y a une très forte pression d'importation des cas de dengue qui reviennent des Antilles. Et en 2024, en fait, on a en 5 mois autant de cas que sur l'ensemble de l'année 2023. Donc, si on se focalise plus particulièrement maintenant sur la région Occitanie, ces dernières années, on voyait qu'en fait la région Occitanie était parmi les 3 premières régions de signalement des cas importés. Donc ça, c'était jusqu'en 2023.
Et on arrive désormais en 2024. Et ce qu'on voit, c'est dans les derniers bilans, on avait près de 500 cas importés de dengue, dont les 2 tiers reviennent bien des Antilles, parce que justement, il y a cette épidémie aux Antilles. Et ce qui est important de noter actuellement, et ce qui nous pose un peu souci, c'est qu'il y a une sous-représentation en fait du nombre de cas signalés, diagnostiqués en ce début de saison, puisqu'il y a à peu près seulement 5% de l'ensemble des cas importés diagnostiqués qui viennent de la région Occitanie. Or, je vous ai dit que l'Occitanie faisait partie des 3 principales régions dans les années précédentes. Donc, on pense vraiment qu'il y a un sous-diagnostic de ces arboviroses et notamment de la dengue. Donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment penser au diagnostic quand vous voyez des personnes avec un fort syndrome grippal, arthralgie et myalgie. Pour ce qui est maintenant du bilan épidémiologique des cas autochtones, donc les cas autochtones, c'est des personnes qui n'ont pas voyagé en zone de circulation connue du virus dans les 15 jours précédant leurs symptômes. Et de même, en fait, on note depuis 2010 une augmentation du nombre de cas autochtones et qui est vraiment liée également donc à la pression d'importation des différentes épidémies. Et ce qu'il faut vraiment noter, c'est que depuis 2022, on a une explosion du nombre de cas autochtones et de foyers autochtones, puisqu'il y avait 9 foyers autochtones en 2022, dont 5 en Occitanie, comme vous le voyez sur cette carte à droite. Et en 2023, il y a également eu 9 foyers, dont 3 en Occitanie. Donc, ce qu'on tenait vraiment à souligner ce soir, c'est que vous jouez vraiment un rôle crucial dans le diagnostic et dans le signalement précoce de ces arboviroses, et notamment parce qu'on s'est aperçu en fait au cours de la surveillance que la moitié des cas autochtones avaient consulté et n'avaient pas été diagnostiqués. Donc, c'est la raison pour laquelle on compte vraiment sur vous pour faire le diagnostic. Donc, en conclusion, en fait, comme je vous l'ai présenté, on se retrouve en 2024 face à une situation assez exceptionnelle, puisqu'on retrouve le plus grand nombre de cas importés depuis le début de la surveillance, avec plus des 2 tiers des cas qui reviennent des Antilles. Donc, s'il y a quelques messages clés, c'est penser au diagnostic, penser à sensibiliser les voyageurs également vis-à-vis des arboviroses pour qu'ils se protègent en partant et en revenant. Et donc, penser à donner les conseils de prévention dont on va vous reparler. Ensuite, en termes de cas autochtones, donc de personnes qui n'avaient pas voyagé à l'étranger, il y a autant de foyers en 2023 qu'en 2022. Donc, ce qui montre bien que le risque est installé et amené à se développer. Et pour 2024, vu la situation internationale, on ne peut pas prédire, mais on se prépare à une situation qui serait dans les mêmes tendances, voire plus importante. Juste très rapidement, je vous présente quelques outils qui sont disponibles et qui ont été réalisés notamment pour l'ensemble des professionnels de santé. C'est un nouveau document qui a été mis à jour, qui est disponible sur le site de Santé publique France. Je vous ai mis le lien en bas de la présentation. Et c'est un repère en 4 pages très synthétique sur les modes de transmission des maladies, les symptômes, les différents messages de prévention à faire passer et les tests biologiques à prescrire, sachant qu'il faut retenir qu'il faut prescrire les 3 tests en même temps. Et voilà, et également le mode de signalement. Ensuite, donc vous avez dû recevoir des courriers à destination des médecins et des laboratoires qui sont envoyés en début de saison. Donc, ça serait intéressant au moment de la discussion de voir qui a reçu effectivement ces courriers. Et il y a une newsletter qui sera envoyée également fin juin.
Voilà, bon, pour en savoir plus, il y a plusieurs sites sur lesquels, notamment le site de Santé publique France, sur lequel il y a pas mal d'informations. Donc le site se présente de cette façon-là. Et également, nous produisons tous les 15 jours actuellement un bulletin épidémiologique qui est disponible si vous le souhaitez en nous le demandant à l'adresse occitanie@santépubliquefrance.fr si vous ne le recevez pas encore. Je vous remercie. Merci, docteur Guinard. Alors, je rappelle à chacun que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat afin qu'on puisse y répondre, soit directement dans le chat, soit à la fin de cet échange. Et donc, je passe la parole sans tarder au docteur Anque Bourgeois, médecin infectiologue au SMIC du CHU de Montpellier. On ne t'entend pas, Anque. Alors, est-ce que son Pardon, micro je n'avais pas serait... rallumé mon micro. C'est mieux comme ça? Vous m'entendez? C'est bon. Ouais. Très bien. C'est bon pour nous. Voilà, donc bonjour à tous. Je vais replacer un petit peu Dengue, Zika et Chikungunya dans le contexte général des arboviroses qui sont bien nombreuses. Diapositive suivante. Donc, comme vous le voyez, je ne vous les ai pas tous écrits, hein, il y a plus de 500 arbovirus différents, dont un peu plus d'une centaine qui peuvent être pathogènes chez l'homme. Bon, pourquoi on parle un peu plus spécifiquement de dengue, zika, chikungunya? Tout simplement parce que ce sont 3 arboviroses qui ont une extension de toute la zone intertropicale sur l'hémisphère sud, comme ça a déjà été montré, et qu'avec les territoires qui nous sont proches, nos territoires d'outre-mer, voilà, et les pays de voyage de nos patients, de nos concitoyens, on a quand même, c'est les premières arboviroses qu'on va retrouver en France, avec la dengue qui, de toute façon, est l'arbovirose la plus fréquente et qui est la plus fréquente qu'on va avoir dans nos cas diagnostiqués en France par ailleurs. Donc, vous voyez que c'est plusieurs grandes familles. Je dirais qu'il n'y a pas d'intérêt à apprendre par cœur les familles, les genres, etc. Mais c'est pour vous dire que ce sont des virus très nombreux, dont certains ont donc cette répartition géographique très vaste de toute la bande intertropicale, et certains ont des répartitions très spécifiques, hein. Parfois, dans les encéphalites américaines, par exemple, il peut y avoir une répartition qui est que sur un petit territoire, sur quelques pays d'Amérique du Sud, mais aussi qu'on est quand même concerné en Europe aussi par des arboviroses locales, estivales, dont je dirais pas un mot détaillé, ce n'était pas le sujet de ce soir, mais quand même qui, dans notre attention pendant la période d'activité du moustique, on a non seulement les cas autochtones éventuels de dengue, zika, chikungunya, mais parfois aussi des arboviroses estivales locales contractées en Europe. Donc voilà, message principal pour le recaler. Diapositive suivante. Donc la généralité sur toutes ces arboviroses globalement, ça ne va pas être très compliqué de se dire d'y penser si on a la notion de retour de voyage. Voilà, pourquoi? Parce que cliniquement, quels que soient les 3 grands types de formes que je vais décrire, en général, ça va débuter comme la plupart des syndromes viraux, hein, avec de la fièvre plus ou moins brutale, plus ou moins élevée selon le virus en question, des céphalées en général plutôt rétro-orbitaires, et arthralgie, myalgie. Alors, ce n'est pas très spécifique. Si on a la notion de retour voyage, forcément, ça fait partie des choses qu'on va évoquer assez facilement quand on est un peu habitué. Et la difficulté, et c'est ce sur quoi on veut mettre un petit peu le doigt aujourd'hui, c'est d'y penser aussi quand il n'y a pas eu de voyage pendant la période où notre moustique est actif ici, et où donc il peut y avoir et des cas autochtones de maladies arrivées de virus importés de l'étranger, ou des cas autochtones de viroses estivales transmises grâce aux moustiques actifs. Donc après, globalement, pour toutes les arboviroses, on ne va pas demander à faire un diagnostic clinique, hein, l'important c'est d'y penser. Après, on fera le diagnostic biologique, mais globalement, les grandes formes, ça va être ce qu'on appelle les formes algo-éruptives, avec un syndrome viral assez brutal et assez cogné, hein, donc, où, bien sûr, on va forcément penser au palud, ça va être un petit peu le même contexte de présentation, avec en général un rash et en général des douleurs assez importantes, céphalées, et des douleurs plutôt myalgie très importantes. On a évidemment les formes méningo-encéphalitiques, hein, avec l'encéphalite, hein, qui a encore aussi une virose estivale française et qui ne sévit pas que dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, mais dans l'Est de la France, il y en a, et la zone de répartition risque avec le réchauffement climatique d'augmenter petit à petit. Et puis, on a des formes hémorragiques qui font la sévérité, en particulier de la dengue,
mais ce n'est pas le seul. Et on a en local encore en Europe qui est en train de se rapprocher de chez nous, le Crimée-Congo, avec des cas actuellement en Espagne. Voilà, donc ce n'est pas très loin de chez nous. Donc le diagnostic, en général, on a le diagnostic biologique indirect qui va nous donner plutôt une leucopénie, thrombopénie modérée, une cytolyse hépatique et une CRP basse, qui va nous permettre, si on a ça en premier, avant d'avoir le diagnostic étiologique, en général, ça fait une grosse différence par rapport au palu. Le palu, on va avoir une CRP élevée, les arboviroses, en général, on aura une CRP basse. Et le diagnostic étiologique, ça va être essentiellement la PCR si on est dans la première phase de début de signes. J'y reviendrai avec un schéma. Voilà, la sérologie, c'est les 2 critères principaux. Dans les territoires comme en Antilles, pendant les périodes épidémiques, on peut aussi avoir un diagnostic par la recherche de l'antigène NS1. Et puis, toutes les arboviroses, on n'a pas de traitement étiologique, donc ça va être du traitement symptomatique, essentiellement à base d'antalgique, avec l'attention sur la dengue, le risque hémorragique, donc plutôt pas d'AINS, tant qu'on n'a pas éliminé une dengue. Après, dans le chikungunya, quand les douleurs articulaires persistent, on sait que ce n'est pas la dengue et on pourra mettre des AINS, voire des corticoïdes. Diapositive suivante. Donc la répartition géographique, vous l'avez vu, c'est un peu la même pour dengue, chikungunya et Zika. Et si je vous mets juste un mot pense-bête à garder en tête, la dengue, la gravité, c'est les complications hémorragiques. Le chikungunya, ça ne va pas être très grave au sens vital. Par contre, ça va être un impact très important en termes d'invalidité avec des douleurs articulaires, des petites articulations essentiellement, qui peuvent se chroniciser, durer des mois, voire plus d'1 an, voire parfois jusqu'à 2 ans, et qui vont faire la gravité et la sévérité et le handicap lié à cette maladie. Et pour le Zika, donc c'est un virus qui est beaucoup moins répandu, on a eu des épidémies qui sont passées dans différents pays il y a quelques années, mais actuellement c'est relativement silencieux, avec essentiellement des cas au Brésil et dans les pays voisins, mais très peu ailleurs. Et la gravité est essentiellement chez les femmes enceintes, contaminées en particulier au premier trimestre, où on a un risque qui n'est que de 1%, mais quand même de quelque chose de très sévère, les microcéphalies, et qui feront induire un suivi par échographie. Diapositive suivante. Donc globalement, sur ces 3-là qui nous concernent le plus souvent dans les diagnostics en France, la dengue, c'est clairement la plus fréquente partout dans le monde, pas seulement chez nous, avec 4 sérotypes qui n'ont pas d'immunité croisée. Donc ça, c'est important aussi, avec le début brutal, comme je vous l'ai dit, vraiment une fièvre assez cognée en général, la forme algo-éruptive avec les céphalies, les myalgies essentiellement, le rash maculo-papuleux et le risque de complications hémorragiques liées à la fois à une diminution des plaquettes, une chute des plaquettes, donc ça va être le critère vraiment à surveiller, mais également à des phénomènes d'extravasation. Donc il n'y a pas que la chute des plaquettes qui le fait. Donc du fait, ce n'est pas très sévère si c'est que 1%, mais comme c'est la plus répandue, ça finit par faire quand même pas mal de décès, donc 30 000 par an, ce n'est pas tout à fait anodin. Et puis la particularité du risque de sévérité plus importante d'une dengue si on a déjà eu un antécédent de dengue du fait d'anticorps facilitants qui vont donner des formes cliniques plus sévères. Le chikungunya, comme je vous le disais, en général, le syndrome grippal va être un petit peu moins brutal, un petit peu moins cogné, et ça va être essentiellement, ce qui va nous y faire penser, donc on n'a pas encore le diagnostic étiologique, c'est les arthralgies, des petites articulations essentiellement, arthralgie et gonflement articulaire, et puis après, avec un rash maculeux qui est là relativement fréquemment, des signes divers qui ne sont pas très spécifiques, mais surtout après, les formes chroniques, c'est vraiment les formes articulaires chroniques qui vont être très embêtantes. Et puis le Zika, petite particularité dans la transmission, il n'y a pas que le moustique, il y a aussi la transmission sexuelle, avec une transmission qui peut perdurer jusqu'à 2 à 3 mois après, avec un risque au niveau de la grossesse, comme on l'a vu, donc quelque chose à avoir en tête pour les gens qui reviennent, qui ont voyagé et qui peuvent contaminer leur partenaire au retour aussi également. Voilà. Il y a aussi la particularité d'une atteinte conjonctivale qu'on ne voit pas dans les autres. Et puis dans les atteintes neurologiques, en dehors de la microcéphalie, surtout sur le premier trimestre de la grossesse, ça peut être du syndrome de Guillain-Barré essentiellement, et parfois des neuropathies périphériques. Voilà, diapositive suivante. Voilà, alors les signes, là, c'est un résumé, ça a déjà été montré tout à l'heure, c'est ce que je viens de dire, la fièvre, des arthralgies, des myalgies, des céphalées, une éruption cutanée. Si on a la notion d'un retour de voyage, forcément, c'est assez facile d'y penser. Voilà, donc je vous ai noté à côté les signes comme ils sont dans la déclaration, mais voilà, je ne vais pas plus insister.
La diapositive suivante, ça nous montre comment faire le diagnostic étiologique. Donc, comme je vous ai dit, on va avoir la PCR dans le sang, mais pour le Zika, on va pouvoir avoir également la PCR dans les urines et qui a la particularité d'être un petit peu plus prolongée. Donc, jusqu'au 10e jour après le début des signes, pour le Zika, on peut avoir vraiment le diagnostic par la PCR, qui est vraiment évidemment le diagnostic le plus précis. Voilà. Pour les autres, ça va être plutôt une semaine après le début des signes. Et puis, l'apparition des anticorps des IgM va commencer pour les trois pathologies, va commencer à partir du 5e jour. Voilà. Par contre, les sérologies, elles ne sont pas forcément spécifiques. Il y a des réactions croisées d'un virus à l'autre, donc ça ne nous donne pas forcément le virus spécifique. Après, pour la prise en charge, comme elle est symptomatique, ce n'est pas forcément gênant. Mais évidemment, il ne faudra pas oublier, bien sûr, fièvre et retour de voyage, forcément, le palu, mais évidemment, ce n'est pas les seules affections qui peuvent être évoquées. Diapositive suivante. La conduite doit tenir en cas de suspicion, je ne vais pas insister parce qu'elle va être rediscutée encore après, mais elle a surtout pour but de repérer aussi bien des cas de retour de voyage que de penser du mois de mai jusqu'au mois de novembre aux cas autochtones possibles, que ce soit des 3 arboviroses dont on parle ou des arboviroses estivales, et de faire carrément même, pendant cette période-là, avant même d'avoir le diagnostic étiologique confirmé, de faire un signalement à l'ARS, parce que ça a pour but d'éviter les cas secondaires en mettant en place l'intervention de la lutte antivectorielle autour des cas. Les moustiques n'ont pas un rayon de vol très long, très large. Donc, en fait, dès qu'on a identifié le lieu de vie de la personne qui est contaminée, c'est important de mettre en place la lutte antivectorielle pour éviter ces cas secondaires, mais également pendant que la phase de vérimémie est encore possible, donc jusqu'à 7 jours après le début des signes, de mettre en place la lutte antivectorielle pour la personne, le cas princeps, afin d'éviter les cas secondaires. Diapositive suivante. Alors la prévention, donc bien sûr, il y a la prévention individuelle, c'est ce qu'on va appeler la PPAV, la protection personnelle antivectorielle. C'est ce qu'on va conseiller aux voyageurs quand ils partent dans les zones concernées, mais c'est ce qu'on conseille aussi ici, non pas à cause de la pathologie, mais pour éviter les nuisances et ce risque quand même de cas secondaires. Donc bien sûr, selon les vecteurs en cause, on va avoir une protection plutôt diurne ou plutôt nocturne. Pour les 3 qui nous concernent, transmis par des AEDES, ça va être une protection diurne avec un maximum d'activité au lever du jour et à la tombée de la nuit. Donc, vous avez tous les moyens, donc avant tout le port de vêtements à manches longues quand c'est possible, de couleur claire si possible, les moustiquaires, mais dans la journée, on n'est pas souvent sous moustiquaires, sauf les tout petits. C'est donc surtout les répulsifs peau qui vont être importants, éventuellement les tortillons fumigènes à utiliser en extérieur, et puis tout ce qui est ventilation, climatisation, éventuellement diffuseur électrique. Donc, il y a tout un tas de moyens qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. C'est important de les connaître, mais je ne les commenterai pas. Et puis, il y a la prévention collective. C'est ce qu'on nous dit chaque été quand on arrive à la période d'activité du moustique tigre pour éviter d'avoir la pullulation des gîtes à moustiques et une pullulation des moustiques. Après, c'est très difficile. Je ne la détaille pas parce qu'elle va être détaillée après par mes collègues. Voilà. Diapositive suivante. C'est juste pour que vous les ayez dans le diaporama. Je ne vais pas les commenter en détail. Et ça, c'est issu des recommandations voyageurs qui sortent chaque année au mois de juin. Donc, on attend celle de 2024 courant juin. Et dans ces recommandations, on a les tableaux, comme je vous les ai mis là. Ce n'est pas pour les voir en détail. Ils vont donner les moyens de protection personnelle antivectorielle disponibles contre les piqûres de moustiques. Diapositive suivante. Ça va nous indiquer contre quels arthropodes et contre quels agents, à quel moment, dans quelle zone ils sévissent et donc comment on va s'en protéger de façon privilégiée. Je ne le commande pas, c'est juste pour vous montrer ce qui existe dans ce document. Voilà, diapositive suivante, vous voyez, il y en a 2 pages. Et puis après, il y a un tableau avec les différentes molécules répulsives à utiliser. Donc, les deux premières du haut du tableau sont le DET et IR3535, qui sont celles qui ont une AMM, puisqu'il y a eu une revue des répulsifs en termes de réglementation. Voilà. Alors, je rappelle que quand on les utilise dans la journée, c'est la crème solaire d'abord avant de mettre les répulsifs et qu'il y a toujours des répulsifs tissus possibles, mais que le rapport bénéfice-risque a été revu récemment et parce que c'est des perturbateurs endocriniens, donc du coup, on ne les recommande plus comme on l'a fait pendant des années pour les vêtements qui sont en contact avec la peau des patients, mais plutôt pour les tissus type moustiquaires, tentes, etc., pour diminuer les infestations à ce moment-là.
Voilà, diapositive suivante. Donc, la prévention en dehors de la protection antivectorielle, collective ou individuelle, bah, c'est la vaccination. Alors, on a quand même des vaccins commercialisés depuis très longtemps pour un certain nombre d'arboviroses. Là, je réélargis un petit peu mon focus. Donc, la fièvre jaune, c'est un vaccin qui a plus de 100 ans. Donc, c'est pas nouveau qu'on essaye de vacciner contre ces maladies contre lesquelles on n'a pas de traitement étiologique par derrière. Les nouveautés actuellement, c'est le vaccin contre la dengue. Alors, Dengvaxia qui est commercialisé en France, mais pas en métropole. Donc, je précise, je l'ai bien marqué dans la liste des vaccins commercialisés en France, mais c'est pour les territoires outre-mer, et pas tous, mais les Antilles en particulier dont on parlait. C'est un vaccin vivant atténué, utilisé dans des zones d'endémie, mais sur des âges restreints, entre 6 et 45 ans, et qui a surtout l'inconvénient qu'il faut absolument avoir la preuve si on a fait une dengue confirmée ou pas, pour ne pas risquer justement ces complications liées aux anticorps facilitants. Il est réservé aux gens qui ont déjà eu un antécédent de dengue confirmé, avec une efficacité vaccinale qui est modeste, mais qui est loin d'être négligeable, autour de 60%. Et puis quand même, ce qu'on est en train de guetter et qui, en France, d'après les infos que j'ai eues, devrait arriver d'ici la fin de l'année, on attend les recommandations et donc la commercialisation, ou peut-être début 2025, ça prend souvent un peu plus de temps que ce qu'on nous dit. Un vaccin vivant atténué toujours, voilà, mais qui, pour cette fois, pour celui-là, on peut le faire aussi bien chez les gens qui ont eu un antécédent de dengue que chez ceux n'ayant pas eu un antécédent de dengue. Donc, il n'y a pas besoin de faire une sérologie pré-vaccination. On a une efficacité vaccinale plus importante, autour de 80% à 1 an. Et qui va se maintenir au bout de 4-5 ans, autour de 60%. Voilà, peut-être le moment de faire un rappel, on n'a pas encore les éléments là-dessus. Et puis un vaccin chikungunya qui, pareil, est proche de la commercialisation. Je rappelle que ces vaccins-là, ils sont déjà commercialisés pour le Qdenga dans plusieurs pays d'Europe, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne pour les pays qui nous sont proches, et que ce vaccin chikungunya, c'est aussi un vaccin vivant atténué qui a l'air d'avoir une très très bonne efficacité, avec une dose efficacité vaccinale à plus de 99%. Donc certainement un vaccin très intéressant. Évidemment, d'autres vaccins sont en développement, donc à suivre dans les années à venir. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans les vaccins. Il y a beaucoup de candidats vaccins en développement dans tous les domaines, que ce soit avec la technique ARN ou avec les anciennes techniques plus classiques. Mais donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent régulièrement. Voilà, donc en conclusion, bien sûr, c'est un problème de santé publique dans toutes les zones d'endémie, mais c'est un problème chez nous pour les cas autochtones autour d'un voyageur de retour de zone d'endémie, mais aussi pour les arboviroses locales estivales, que je n'ai pas citées spécifiquement jusqu'à présent. Mais donc, on a le West Nile, c'est le bassin méditerranéen, donc on est en plein dedans. Le Toscanavirus, pareil, avec des formes neurologiques, c'est la zone du bassin méditerranéen. Crimée-Congo, qui se rapproche aussi d'un petit de chez nous. L'encéphalite qui est dans l'est de la France. Donc tout ça, ça nous concerne bien dans nos territoires. Donc il faut y penser au retour de voyage, mais pas que, de mai à novembre. Tous ces symptômes-là, même s'il n'y a pas la notion de voyage, si on n'a pas d'idée de ce que c'est, si on n'a pas de point d'appel infectieux qui nous font évoquer une autre cause, et ben à ce moment-là, il va falloir évoquer ces arboviroses et faire un diagnostic étiologique. La prévention, bien sûr, c'est la protection personnelle antivectorielle pendant le voyage, voire 7 jours après le retour pendant la phase virémique, mais c'est déjà compliqué de le faire pendant le voyage. Ça vaut la peine de le dire. Je ne sais pas si c'est appliqué. Et la vaccination en fonction des cas concernés. Voilà. Dernière diapositive. Voilà, qui manque quelques ressources. Je pense qu'on arrivera à diffuser les diaporamas pour que vous puissiez avoir les ressources de conseils aux voyageurs ou les ressources plus spécifiquement sur les arboviroses en général. Merci. Merci beaucoup, Dr Bourgeois, pour la clarté de cet exposé. Je vous propose de poursuivre avec une prise de parole à 2 voix de professionnels de santé de la cellule de veille, d'alerte et de gestion sanitaire de l'ARS Occitanie, le Dr Crich et Madame Angélique Dubois. Je vous laisse la parole sur la question du signalement à l'ARS et des investigations, cas importés, cas autochtones, le qui, quand, quoi, pourquoi et comment. Je vous laisse la parole. Merci Nicolas. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va rapidement vous présenter le circuit du signalement et l'intérêt de ce signalement. Donc, schématiquement, comme l'a été présenté précédemment, quoi déclarer, qui déclare,
à qui déclarer, quelles modalités de déclaration, ce qui en découle derrière, parce que c'est pas juste une déclaration qui se fait à un organisme sans qu'il se passe rien derrière, et des liens utiles justement pour la pratique et qui peuvent être utiles à tout moment. Diapo suivante. Alors j'en profite quand même. Au niveau de l'RS Occitanie, il y a quand même 38 maladies à déclaration obligatoire, pas que sur l'RS Occitanie bien sûr, mais on a 38 maladies à déclaration obligatoire. On a 2 groupes de maladies qu'on identifie nous, c'est-à-dire premièrement des maladies 33 qui sont maladies à déclaration obligatoire mais qui nécessitent une intervention urgente et locale. Et deuxièmement, il y en a 5 dans le lot qui nécessitent une surveillance au sens de la catégorie 2 de l'article. Je laisse ceux qui ont la foi d'aller consulter l'article du Code de la santé publique pour en savoir plus dessus, mais qui ne sont pas des maladies qui nécessitent une action urgente. Vous avez dedans le VIH, l'hépatite B, tétanos, mésothélium et le fameux Covid-19. La Covid-19 comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on déclare? Historiquement, il y a eu une déclaration sur des cas suspects, donc c'est un cas clinique, on va dire, qui a une présentation clinique pour la dengue, chikungunya et Zika, qui ont déjà été expliqués précédemment, je ne reviendrai pas dessus. Ce qui peut être déclaré, c'est des cas probables, c'est-à-dire un cas suspect, donc clinique, avec à minima des IgM positives. Ça, c'est ce qu'on appellera un cas probable. Dans le cas confirmé, sur les 3 arboviroses sur la diapositive, il va y avoir une confirmation biologique plus fine. On va avoir RT-PCR positive, on va avoir des IgM et des IgG. Donc voilà, il y a quand même ce distinguo qu'il va y avoir, et dans des cas probables, on peut avoir à redemander, si on a un doute diagnostique et qu'on échange en particulier avec le clinicien, on peut redemander un autre prélèvement. Et on précise le cas autochtone, comme ça a été dit, un cas qui n'a pas voyagé. Donc qui déclare, important, le médecin libéral ainsi qu'hospitalier, qu'il soit public ou privé, le biologiste de la même façon, public-privé, et responsable de laboratoire biologie médicale. Voilà. Il faut signaler sans délai tous les cas probables ou confirmés à la plateforme régionale de veille d'urgence sanitaire de l'ARS, dont on va vous donner les modalités de contact juste après. Voilà, donc vous avez une permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un numéro de téléphone, une adresse mail dédiée aux professionnels de santé, qui est aussi associée, cette adresse mail, à un Medimail et à un Blue Files. Blue Files, c'est un dispositif pour communiquer des données sécurisées. Medimail, c'est la même chose, mais avec les professionnels de santé. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas professionnel de santé peut communiquer par Blue Files. Et bien sûr, l'historique qui est toujours en place. Diapo suivante. Alors, 2 phases pour les arboviroses, comme ça a été dit. Une période hors surveillance, de décembre à avril, où il n'y aura pas de traitement de lutte antivectorielle engagé de la part de l'ARS et de l'opérateur qui est en contrat avec. Et à ce moment-là, c'est un signalement par DO. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Il y a un CERFA à remplir et à transmettre. Dans le cadre de la période de surveillance renforcée, a été créé un document qui peut être facilitateur. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est un document qui est une fiche de renseignement clinique pour ces 3 arboviroses et qui va comprendre toutes les données dont on a besoin pour commencer l'investigation. L'intérêt que ça a, c'est que dans ce cas-là, si tous les éléments sont présents, alors évidemment, il y a beaucoup de données, mais il y a notamment le numéro du clinicien qui déclare, le numéro du patient et tout ce dont on a besoin derrière pour valider ou non le cas. La DO, pour ceux qui en ont rempli, je suppose qu'il y en a beaucoup, vous allez avoir l'initiale du nom, le prénom, pas de contact, et des fois, ça peut être le tampon du service qui est affiché ou le tampon du service de biologie. C'est-à-dire qu'on va devoir vous recontacter. C'est vrai que ça peut être pénalisant pour un médecin, notamment en médecin hospitalier, médecin libéral, d'être dérangé dans sa pratique. Il peut être en consultation, il peut être au lit du patient. Le biologiste, c'est pareil, il peut être en train de faire des analyses, être occupé avec X ou Y action qui est dans son travail. L'intérêt de cette fiche de signalement, elle est plus complète, certes, mais c'est dans le but de ne pas avoir à vous déranger derrière. Donc comme ça, vous avez fait votre signalement, et nous, on peut commencer dès réception l'investigation. Diapo suivant. Alors pourquoi déclarer? On en a déjà parlé. C'est des mesures pour mettre des mises en place de mesures préventives, donc que ce soit protection individuelle, d'identifier d'autres cas des personnes à risque dans l'entourage, donc prévenir, voir par exemple si on constate que plusieurs patients sont passés dans le cabinet médical, on peut suspecter des fois un cabinet et potentiellement traiter autour, comme pour les hôpitaux, et lutte antivectorielle dont on reparlera plus en détail derrière. Et aussi évidemment à visée de surveillance épidémiologique pour savoir où on en est,
pour savoir le nombre de cas qu'il y a et qu'on puisse vous présenter l'évolution qu'il y a sur le territoire. Diapo suivante. Je vais laisser la parole à ma collègue. Bonsoir à tous. Donc, moi, je vais vous présenter une enquête type. Donc, on va revoir un petit peu les éléments qui sont communiqués dans la déclaration. Donc, vérifier voilà, le déclarant, que le cas est bien confirmé, du coup, en fonction voilà, des différents signes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et après, on va du coup prendre attache avec le cas pour revoir avec lui, notamment bon, les mesures de protection, voir s'il les a bien comprises, bien redéterminer avec lui donc sa date de début des signes pour bien calculer la période de virémie et voilà, voir avec lui, retracer notamment ses déplacements en métropole pour évaluer le risque de transmission par lieu. Voilà. Et donc, on retiendra les lieux en fonction voilà, des notions de piqûre ou de présence de moustiques, le temps qu'il a passé sur un lieu, voilà, s'il était en extérieur ou en extérieur. La limite de l'interrogatoire, c'est les biais de mémoire, puisque des fois, voilà, les diagnostics sont... Voilà, les patients consultent de manière un petit peu tardive et les résultats des prélèvements peuvent être également longs. Donc, du coup, voilà, des fois, il y a un biais de mémoire. À savoir que la lave ne sera pas réalisée au-delà de 60 jours après la DDS. Voilà, diapo suivante. La spécificité des cas autochtones, c'est on va demander une confirmation biologique, donc soit un deuxième prélèvement s'il s'agit d'une sérologie, et on demandera également que le premier prélèvement soit envoyé au CNR pour CNR des arboviroses qui est basé à Marseille, donc pour confirmation. Et ensuite, donc, on fera l'enquête identique des cas importés et en plus, on essaiera de se concentrer sur les 15 jours qui précèdent la date de début des signes pour essayer de trouver le lieu où il a pu être contaminé. Voilà. Après, il y aura donc une alerte qui sera faite auprès de Santé publique France, le Santé Environnement, le Corus, donc qui est le ministère, voilà, où on fera une réunion rapide avec tous les partenaires pour un petit peu déterminer la conduite à tenir. Notamment, voilà, prévenir l'OPD, puisque du coup, il y aura des investigations particulières et potentiellement une recherche active de cas sur le lieu potentiellement de transmission. Voilà, avec voilà, les informations des professionnels de santé, une éventuelle enquête porte à porte. Voilà, l'alerte sera terminée au bout de 45 jours après le dernier cas autochtone, puisque des fois, voilà, il peut y en avoir plusieurs. Diapo suivante. Et là, vous avez tous les liens un petit peu utiles que vous pouvez retrouver sur le signalement. J'en ai terminé. Merci Angélique, merci Adrien. Alors on vous a présenté quelques éléments effectivement sur le côté sanitaire, que ce soit la maladie en tant que telle, l'épidémiologie et les modalités d'investigation. Là, je vais donner la parole à Madame Betty Zumbo sur la partie plutôt moustique-tigre, l'Aedes albopictus, les gîtes et les mesures de lutte, notamment la lutte antivectorielle. Bonjour, merci. Première diapositive, s'il vous plaît. On avance, encore une diapositive. Toutes mes caméras pour améliorer. Voilà. On s'entend très très mal, Betty. Oui, est-ce que c'est mieux si je me rapproche de l'écran? Légèrement, oui. Merci. Je vais faire au mieux. Excusez-moi pour la qualité du son. Donc, sur notre territoire, on a environ 70 espèces de moustiques, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Aedes albopictus, qu'on appelle communément le moustique tigre. Alors, on l'appelle comme ça, mais finalement, on aurait pu l'appeler le moustique zèbre, puisqu'en fait, son nom vient des rayures blanches qui portent sur les pattes arrière, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Donc, en termes de signes et caractéristiques aussi visuelles, il a un trait blanc unique sur le thorax. Donc, il est très proche de son cousin que vous avez peut-être rencontré dans la zone tropicale, Aedes aegypti, mais lui, il a deux traits blancs. Donc, vous voyez sa taille, hein, c'est quand même un petit moustique. C'est un petit moustique. Merci. Alors, le moustique, comme tous les autres, hein, Aedes albopictus, il y a deux phases. Il y a une phase adulte qui est aérienne et une phase larvaire qui est aquatique. Donc,
la femelle moustique, elle va vivre environ 3 semaines, 1 mois dans les meilleures conditions. Elle va, durant sa période de vie, faire à peu près 5 repas sanguins. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un repas, elle va piquer en plusieurs fois. En fait, elle va faire son repas en plusieurs fois sur la même personne ou sur des personnes assez différentes, des personnes qui peuvent être différentes. Donc, elle va piquer, elle va maturer les œufs et elle va pondre. Donc, voilà, vous voyez les œufs noirs. Donc, la caractéristique de ces œufs, c'est qu'ils vont résister à la dessiccation. Donc, sur notre territoire, nous en France, ça veut dire qu'on peut avoir une émergence à partir des œufs dès lors qu'ils sont remis en eau, hein, puisqu'ils vont être déposés. Généralement, ces œufs sur une partie sur le bord d'une coupelle qui va être possiblement remise en eau. Donc, la femelle, quand elle va faire sa recherche de gîte pour pondre, elle va s'intéresser principalement aux petites collections d'eau propre et à l'ombre. Donc, la piscine avec de l'eau croupie, c'est pas vraiment ce qu'elle préfère. C'est un moustique qui s'adapte très très bien. On va le retrouver dans différents types de gîtes larvaires. C'est aussi son succès. Donc, c'est un moustique urbain et périurbain. Donc, vous voyez les œufs. Après, un stade larvaire en 4 étapes. Ce qui est important, c'est que à savoir, c'est que dans les bonnes conditions, le moustique, il va mettre 5 jours à se développer. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment vider les collections d'eau au moins une fois par semaine. Donc, la nymphe, ça dure, c'est assez rapide. En une journée, elle s'est transformée. Voilà, on peut passer sur cette slide-là. Donc, c'est un moustique qui a une très grande plasticité écologique. Ça veut dire qu'il s'adapte très bien à notre environnement, à l'environnement anthropique. Et aussi, ce qui le favorise, bien sûr, c'est l'évolution et les changements globaux qui vont venir. C'est encore plus confortable pour lui, ce qui provoque quand même un élargissement de sa période d'activité sur notre territoire. Et puis, plus les conditions sont favorables, plus ça va concourir au succès de l'espèce dans sa reproduction, et donc plus les densités sont élevées. Et plus les densités de moustiques sont élevées, plus on augmente le rythme. Donc, pour notre région Occitanie, tous les départements, effectivement, aujourd'hui, sont colonisés à des niveaux qui peuvent être assez différents, puisque le moustique il est plus présent dans les zones urbaines, et qu'historiquement, il a colonisé les zones littorales en premier. Quand même, à un moment, l'altitude va l'arrêter, mais on peut le retrouver quand même jusqu'à 800 mm. Merci. Alors, sur les actions, concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France métropolitaine, donc l'ARS a en charge, ça a été dit, hein, de question de surveillance, d'intervention autour des cas, de réponse aux épidémies et de mobilisation sociale, parce que c'est très important dans la stratégie de lutte. Donc, pour ce faire, en fait, l'ARS, elle confie la mission de lutte antivectorielle à un opérateur habilité dans le cadre d'un marché. Donc, ce marché, il est revu tous les 5 ans. Donc, c'est cet opérateur-là qui va agir pour le compte de l'ARS sur le terrain de manière à faire les traitements autour des cas. On précise quand même qu'il n'y a aucun traitement par l'ARS pour lutter contre la nuisance sur ce moustique-là. Un mot pour dire que, effectivement, l'Agence régionale de santé a un rôle en prévention et gestion sur ce risque, mais que les collectivités territoriales également, puisque c'est l'environnement dans lequel on vit, le cadre de vie, qui va générer aussi des moustiques. Donc, chaque signal, chaque cas va générer une intervention de terrain. Alors, c'est systématique, mais cette intervention, elle va varier en fonction de la nature du cas. Si on est sur un cas importé ou sur un cas autochtone, les niveaux d'intervention vont varier. Donc, la première étape, c'est la prospection. Ce qu'on appelle la prospection, finalement, c'est la recherche active de gîtes larvaires positifs. On va venir regarder dans l'environnement du domicile, ou en tout cas du lieu présumé de contamination. Ce n'est pas forcément le domicile de la personne. On va venir regarder, rechercher les gîtes pour les éliminer. Alors,
principalement de façon mécanique, hein. On va vider quand c'est possible. On peut utiliser des produits, mais préférentiellement, on va utiliser la lutte mécanique. Lors de ces passages, de ces interventions, il y a un échange qui se fait avec les personnes qui permet de les sensibiliser aux gestes de protection. On va informer aussi préalablement au traitement de la phase d'après l'ensemble des acteurs sur le territoire, puisque la phase d'après, c'est le traitement qu'on dit spatial ou péridomiciliaire. Donc, c'est un traitement que vous voyez, c'est les nuages blancs, vous voyez, donc c'est un traitement qu'on va faire de nuit, qui va utiliser des machines. Donc, on va pulvériser de la deltamétrine, donc c'est un pyréthrinoïde, c'est un produit qui est neurotoxique et donc qui va venir qui va être nébulisé en micro-gouttelettes et qui va atteindre et tuer le moustique. Donc, ce sont des traitements qu'on effectue la nuit parce que ce serait trop compliqué à gérer de jour avec des personnes sur ces zones-là. Donc, il y a tout un travail qui est réalisé pour préparer le passage de ces traitements, sachant qu'on identifie, c'est vraiment une approche au cas par cas, des équipes sur le terrain pour, par exemple, exclure les zones où il y a des ruches, exclure les zones où il y a des cours d'eau, puisque c'est un produit qui présente une très grande toxicité pour les espèces aquatiques. Alors, on a des alternatives quand même, on a des produits dits biologiques qui vont nous permettre d'intervenir quand même sur ces zones. Il faut savoir que, en fait, c'est bien la combinaison de cette approche qui va permettre de réduire la densité. Le traitement spatial insecticide, ce n'est pas le remède miracle. Les moustiques, ils sont cachés dans la végétation. Et malgré la micronébulisation qui est faite du produit, voilà, il y a quand même des survivants. Et c'est des traitements qui, à chaque fois, sont étudiés par rapport au coût bénéfice-risque sur l'environnement, parce qu'il y a un impact environnemental qui est assez limité sur la faune sensible, mais quand même. Mais surtout, ces traitements doivent être les plus dosés possibles de manière à ne pas favoriser le développement de résistance des moustiques aux insecticides. Merci. Alors, comment agir? Ça a été largement abordé déjà plusieurs fois. Donc là, bon, je ne détaille pas, mais vous avez l'ensemble des dispositifs qui existent et qui sont efficaces. Donc, je devance peut-être la question quand même sur le piège à moustiques. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dedans? Donc, le piège à moustiques, il va utiliser des attractants artificiels, soit du CO2, soit de l'acide lactique, etc. Donc, ça va effectivement piéger quelques moustiques, mais l'humain reste quand même plus attractif que les attractants qui sont compris. Je vois la question pourquoi les ruches et les abeilles. Donc, je l'ai dit, c'est un produit qui n'est pas spécifique. Il ne va pas tuer que les moustiques, voilà. Donc on exclut les zones de ruches pour protéger les abeilles. Sachant que le produit qu'on utilise, il se dégrade à la lumière. Donc, en fait, il va avoir une action sur la végétation, parce que c'est essentiellement la végétation qu'on va pulvériser, puisque c'est la zone de repos du moustique. La femelle, une fois qu'elle s'est gorgée de sang, elle va chercher un coin tranquille pour digérer et pour se mettre à l'ombre. Donc, ça va être essentiellement la végétation. Donc, le produit, il va être déposé. Il va être rapidement quand même dégradé par les UV, donc il a une rémanence qui est très faible de l'ordre de 24 à 48 heures. Donc ici, vous voyez un peu la diversité des gîtes qu'on va retrouver dans un environnement péri-domiciliaire. Ça a été dit, donc on a des zones de traitement qui sont assez réduites, de 150 mètres autour d'un cas importé à 300 mètres sur des cas autochtones. Donc, tout ça parce que le moustique, il se déplace très peu. Entre là où il naît, où il va se déplacer au maximum, il y a à peu près 50 mètres, 100 mètres, voilà, maximum. Et donc, je vous le disais, la femelle moustique ne pond pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, une même femelle sur la même ponte peut venir utiliser différents gîtes différents. Vous voyez, c'est très varié et ça peut être vraiment des très petites collections d'eau
dans les meilleures conditions, permettent quand même de produire beaucoup de larves en 5 jours. Donc, il est important de veiller à bien éviter tous ces gîtes et à les éliminer autant que possible. Voilà, un mot quand même sur la lutte biologique parce qu'on en entend régulièrement parler. Oui, mais moi j'ai mis des chauves-souris chez moi, j'ai des nichoirs à mésanges. C'est très bien, il faut favoriser la biodiversité. Ça contribue effectivement à réguler. Enfin, non, ça ne contribue pas à réguler. Mais voilà, effectivement, ils vont venir consommer des insectes, mais ça n'est pas une solution qui est efficace à elle seule, bien sûr. Voilà, je pense que j'ai fini. J'espère que j'ai. Alors, vous avez quand même la blacklist de ce qui ne sert à rien et ce qu'il faut éviter, puisque par dépenser de l'argent, ça ne présente pas grande efficacité pour se protéger des piqûres de moustiques. Voilà. Merci beaucoup, Betty. Alors, Je peux répondre à la question, Nicolas. Je oui, la bien vois sûr. sur les plantes elles-mêmes, notamment leurs larges feuilles sont-elles des gîtes fréquents? Alors oui, notamment les feuilles qui permettent le retenir d'eau dans leur insertion à la base. Donc, c'est seulement les plantes qui appartiennent à la famille des broméliaceae qui peuvent accueillir, voilà, héberger un certain nombre de moustiques. Après, les bambous aussi, hein, lorsqu'ils sont coupés, produisent des larves de moustiques et sont aussi des gîtes de repos de choix. Merci, Betty, pour cette précision. Alors, on peut peut-être s'accorder quelques petites minutes pour des questions complémentaires. Donc, des questions ont été posées dans le chat, on a essayé d'y répondre au fil. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez encore poser? Il est toujours temps. Éventuellement, en levant la main, je peux regarder si vous voulez prendre la parole sur la visio, sur un point précis. Vous avez encore l'ensemble des intervenants qui sont là pour vous répondre. Et sinon, comme il est 21 h, je vous propose un petit mot de conclusion. Alors, merci déjà à vous, participants, donc qui vous êtes intéressés à ce sujet de santé publique. Vous avez bien compris que pour nous, c'était un enjeu. Merci beaucoup aux personnes qui ont pris le temps de vous exposer ces éléments que j'ai trouvé personnellement extrêmement clairs. Vous avez bien compris que c'était pour nous la déclaration, une espèce de course contre la montre. Vous avez vu qu'avec le cycle du moustique et la maturation du virus au sein du moustique, à partir du moment où il a infecté une personne, eh bien, il peut diffuser ce virus vers d'autres personnes. Et c'est exactement ce qu'on a observé l'année dernière. 2023, ça a été dit, il y a eu 3 foyers autochtones qui a généré 22 cas autochtones sur la région Occitanie. Ça ne fait que progresser malheureusement d'année en année malgré nos efforts. Le constat, il est que, effectivement, en tout cas pour l'année dernière, c'est soit un défaut d'identification. Malheureusement, la dengue peut aussi être parfois assez asymptomatique ou paucisymptomatique, ou le retard de déclaration fait que derrière, les mesures qui vous ont été présentées, à la fois l'investigation et notamment l'identification des zones d'exposition, et derrière l'intervention de l'opérateur de lutte antivectorielle, s'il y a besoin d'intervenir, sont retardées et donc ont pu laisser le temps aux moustiques, malheureusement, d'infecter d'autres personnes. On voit qu'avec la circulation virale aujourd'hui mondiale, et notamment en zone antillaise, qui est un lieu de villégiature ou de séjour touristique assez important pour la métropole, eh bien, on a cette recrudescence de cas importés. Et le changement climatique, parce qu'il faut malgré tout en parler, fait que le moustique, il se plaît toujours plus et que la pression vectorielle ne fait qu'augmenter. Et donc, le croisement des deux fait que le risque pour nous de santé publique, il est extrêmement important. Voilà, donc je pense que c'était nécessaire, important. En tout cas, pour nous, nous avons vraiment souhaité pouvoir vous présenter ces éléments. Donc, l'identification,
la déclaration, les modalités de prévention, notamment vis-à-vis des voyageurs, et puis effectivement penser à ces arboviroses dès lors que vous n'avez pas, il n'y a pas d'identification d'autres pathologies. Vous avez bien compris que vous étiez au cœur du système et que pour le coup, c'est tous ensemble qu'on doit réussir à lutter contre ces arboviroses pour tout faire en sorte en tout cas que ça ne devienne pas des pathologies endémiques en métropole. Merci à tous, bonne soirée et puis bons travaux sur ce sujet. Merci, au revoir. Merci. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.